messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au programme ce soir, un scandale de corruption éclabousse le pouvoir de Zelensky. Alors que le front ukrainien craque de plus en plus, une affaire de détournement de fonds d'au moins 100 millions ulcère la population déjà épuisée par la guerre. Nous évoquerons ensuite les commémorations des attentats du Bataclan 10 ans après. Où en est la menace terroriste? Quelles sont les mesures prises par les autorités? La prévention rime-t-elle avec surveillance de masse? Réponse dans quelques instants. Et puis à l'Assemblée nationale, les députés détricotent le seul héritage macronien. La réforme des retraites est sur la sellette dans un contexte budgétaire tendu. L'Ukraine en guerre au cœur d'une nouvelle affaire de corruption. Alors que le front craquelle de plus en plus, c'est un vaste système de détournement de fonds dans le secteur énergétique qui secoue la population ukrainienne. Le point tout de suite. Nouveau coup d'arrêt pour le soutien de la population ukrainienne en faveur de Volodymyr Zelensky. Déjà bien à la peine sur le terrain militaire, Kiev est désormais secoué par une nouvelle affaire de corruption de plus de 100 millions de dollars de commissions détournées. Une somme sans doute largement sous-estimée si l'on en croit ceux qui ont enquêté sur l'affaire en Ukraine. Visiblement, des entreprises en lien avec Energoatom, l'entreprise publique nucléaire d'Ukraine, étaient contraintes de verser des rétrocommissions pour avoir ou pour conserver des contrats. Au cœur du scandale, un certain Timur Mindic, copropriétaire de la société de production audiovisuelle Kvartal 95, fondée par Volodymyr Zelensky quand il n'assumait alors qu'uniquement des fonctions de comique. Le ministre de la Justice, German Galuchenko, ancien ministre de l'Énergie pendant 4 ans, est aussi accusé d'avoir perçu des avantages personnels en échange de son contrôle sur les flux financiers du secteur énergétique. Il a depuis été démis de ses fonctions. En tout, 5 personnes ont été interpellées et 7 inculpées. Mindic a effectivement déjà pris la poudre d'escampette juste avant les révélations. Un sacré hasard. Un peu comme la tentative de Volodymyr Zelensky cet été de placer le NABU et le SAPO, 2 organismes anticorruption indépendants, sous le contrôle de son gouvernement, autrement dit, son pouvoir. Une initiative qui avait d'ailleurs suscité une véritable colère dans la population, jusqu'à ce que de très nombreuses villes connaissent d'importantes manifestations contre le projet. Fin juillet, Volodymyr Zelensky avait d'ailleurs été contraint d'annoncer qu'un nouveau texte rétablirait l'indépendance formelle des 2 agences. En réalité, la corruption ukrainienne est une vieille affaire. C'est d'ailleurs l'argument de l'Union européenne pour retarder l'adhésion de Kiev. Mais depuis la guerre, ces affaires de détournement de fonds prennent un tournant différent. À l'heure où une partie du conflit s'attaque aux infrastructures énergétiques, il semble logique que la population ukrainienne peine à digérer que des apparatchiks préfèrent se rémunérer en batchiche plutôt que de consacrer l'argent à la sécurisation des lieux pour protéger les Ukrainiens. De même, la proximité des personnes incriminées avec le président Volodymyr Zelensky ajoute à la défiance déjà bien présente dans la population qui voit ces hommes arrachés de leur famille pour mourir sur un front imprenable face à des soldats qui partagent la même langue. Cette défiance populaire, que certains commentateurs à l'image d'Hervé Carrez décrivent comme un centre de gravité, contribue largement à l'affaiblissement du camp ukrainien, un camp désormais bien loin de la communion avec son président, dont le mandat ne tient plus qu'à une extrapolation de la loi martiale pour se maintenir au pouvoir et profiter des largesses d'un État corrompu. 10 ans après le Bataclan, les autorités remettent le couvert en matière de commémoration. Mais la menace terroriste est toujours présente, quoique profondément renouvelée, et les restrictions de liberté se sont accentuées sans véritablement améliorer la sécurité des Français. Renaud de Bourleuf. Un triste anniversaire. Demain jeudi, la ville de Paris va commémorer les attentats du 13 novembre 2015 ayant provoqué 130 morts 10 ans plus tôt jour pour jour. L'occasion pour le président de la République Emmanuel Macron et le maire de Paris Anne Hidalgo de jouer les refrains de la mémoire et de la résilience. D'évacuer la partie négative du souvenir et d'essayer d'être là, de faire corps tous ensemble et voilà, de dire non au terrorisme. Dire non au terrorisme, précisément, qu'est-ce qui a changé en 10 ans ? Lundi, Nicolas Lerner, directeur de la DGSE, affirmait qu'un attentat de l'ampleur de celui du Bataclan était de moins en moins probable. Donc ce risque, il a très nettement diminué au profit, vous le savez, d'une menace terroriste qui est aujourd'hui beaucoup plus complexe, beaucoup plus atomisée. Nous allons peut-être en parler. Une menace plus complexe qui ne serait pas directement commanditée par des organisations étrangères telles que l'État islamique ou Al-Qaïda,
mais qui seraient directement présentes sur notre sol, comme le directeur général de la sécurité extérieure ne le dit qu'à demi-mot. Moins d'individus entraînés ayant fait leurs armes en Syrie, mais des personnes isolées, radicalisées sur le web, à l'instar du terroriste d'Oléron, l'homme soupçonné d'avoir renversé volontairement 5 personnes sur l'île de Charente-Maritime, est un toxicomane sans travail, âgé de 35 ans, qui se serait converti à l'islam après avoir visionné des vidéos sur les réseaux sociaux. Un profil plus difficile à prévenir. Cet individu est connu pour des délits de droit commun. Il n'est pas connu des services de renseignement au titre de la radicalisation, de quelque nature qu'elle soit. Reste que le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire, estimant que l'action n'était pas commise dans le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Que le critère du terrorisme puisse être retenu ou non, c'est bien à ce genre d'attaque, moins sophistiquée, plus isolée, et surtout plus imprévisible que les Français peuvent s'attendre. Ainsi, les 3/4 des attaques commises depuis 2020 en France l'ont été à l'aide d'armes blanches. Notons aussi que, à l'image de l'agresseur de l'île d'Oléron, les 2/3 des auteurs d'attentats commis depuis 2020 n'étaient fichés nulle part. Pourtant, l'État n'est pas resté inactif depuis le 13 novembre 2015. L'état d'urgence a été instauré, puis renouvelé à plusieurs reprises, et il n'a été levé qu'en novembre 2017. Plusieurs mesures d'exception sont aussi entrées dans le droit commun. Ainsi, en octobre 2017, la loi de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, dite loi SILT, a normalisé le pouvoir des préfets d'instaurer des périmètres de protection autour de certains lieux, de manière à filtrer les accès. En 2023, on observait que ce dispositif permettait surtout d'éloigner les concerts de casseroles servis en comité d'accueil pour Emmanuel Macron lors de la réforme des retraites. D'autre part, cette même loi a renommé les assignations à résidence en mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance et les perquisitions administratives en visites domiciliaires. Selon le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, la porte serait ouverte à tous les abus des autorités administratives. Un autre outil juridique est la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, appelée loi contre le séparatisme, qui étend les possibilités de dissolution des associations. Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, les dissolutions se sont multipliées, représentant 1/4 de toutes celles prononcées depuis 1936. Or, elles n'avaient bien souvent aucun rapport avec le terrorisme, à l'instar de la dissolution d'Academia Christiana, un mouvement de formation doctrinale catholique. Une extension du domaine de la sécurité qui permet à l'État de cogner où il veut et d'empiéter sur les libertés d'expression et parfois de circulation. Pendant ce temps, Salah Abdeslam, qui purge une peine de prison pour sa participation aux attentats de 2015, fait actuellement l'objet d'une enquête pour détention illicite d'une clé USB par laquelle il aurait transmis de la propagande djihadiste à sa compagne. Ce qui a longtemps échappé à la surveillance de l'État sécuritaire, qui a visiblement d'autres priorités. La réforme des retraites, liquidation de l'héritage macronien et en même temps, pas tout à fait. La suspension de la réforme est en effet un concentré d'échecs présidentiels et de chamailleries partisanes. État des lieux, Olivier Frère-Jacques. Sautera pas. Les débats autour de la suspension de la réforme des retraites validée par le Premier ministre Sébastien Lecornu ont repris à 15h à l'Assemblée nationale ce mercredi, au cœur d'échanges plus larges sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLF-SS pour 2026. Après une pause pour les commémorations du 11 novembre, les députés se sont penchés sur l'article 45 bis du projet de loi qui propose de suspendre jusqu'au 1er janvier 2028 l'application de la réforme des retraites de 2023. Adoptée sous le gouvernement Borne, celle-ci allonge progressivement l'âge légal à 64 ans et augmente le nombre de trimestres requis. Avec cette suspension, la génération 1964 partirait à 62 ans et 9 mois, comme les précédentes, avec 170 trimestres au lieu de 63 ans et 171. Cette mesure résulte d'un compromis, le Parti socialiste l'exige pour renoncer à censurer le gouvernement Lecornu. Pour sécuriser les voix socialistes, écologistes et communistes, un amendement gouvernemental étend la suspension aux carrières longues, aux catégories actives et superactives de la fonction publique, parmi lesquelles les pompiers ou les aides-soignantes et au nez du premier trimestre 1965. Le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, chiffre le coût à 300 millions d'euros en 2026 et 1,9 milliard en 2027, financé par la hausse de 1,4 point de la CSG sur les revenus du capital. L'adoption en première lecture semble acquise, mais la partie n'est pas jouée d'avance. À gauche, la France insoumise dénonce une compromission PS Lecornu et réclame l'abrogation
pur et simple, sinon rien. Se joue ainsi un match dans le match. Alors que la question de la survie du gouvernement est sur la table, la gauche commence déjà sa partie de 2027. À ce petit jeu, la gauche syndicale aussi entend peser. Sophie Binet pour la CGT salue une brèche dans un totem du macronisme arraché par la mobilisation, mais regrette un simple décalage et entend maintenir la pression. Elle réclame, comme LFI, un retrait total de la réforme. Il faut que le gouvernement enterre cette réforme qui serait d'une violence inacceptable puisque ce serait plus de 3 milliards d'euros d'économies sur les privés d'emploi dans un moment où les licenciements explosent. À droite, Marine Le Pen a assuré que son parti votera pour cette suspension de la réforme. Est-ce que vous allez voter pour la suspension de cette réforme des retraites tout à l'heure à l'Assemblée ? Bien sûr, de manière tout à fait cohérente. La réforme emblématique des retraites attaquée de toutes parts, sujet de division central dans le débat public, objet de chamaillerie politicienne et outil électoral. La question des retraites reviendra sur le devant de la scène épisodiquement et devra s'imposer au successeur d'Emmanuel Macron sur le trône élyséen. Le haut fonctionnaire Nicolas Bavrez, interrogé sur la chaîne Boursorama à ce sujet, n'a pas mâché ses mots sur la question. Ce que ça signifie pour les jeunes générations, c'est vraiment une spoliation incroyable. On est en train d'expliquer aux jeunes que là, ils vont devoir payer donc très cher pour le maintien de droits à la retraite qui ne sont pas financés. Les jeunes n'auront pas de retraite dans ce pays. Le système ne peut pas tenir tel qu'il est. Il tiendra peut-être dans les 10 ans qui viennent. En attendant le chaos, l'affaire budgétaire et parlementaire suit son cours. Plus de 380 amendements restent à examiner d'ici minuit, date constitutionnelle butoir. Si l'Assemblée n'achève pas le texte, partira au Sénat. Avec les votes effectués, suivra une commission mixte paritaire pour concilier les versions, puis un vote solennel. Une approbation conforterait le gouvernement Lecornu, tandis qu'un blocage pourrait relancer les motions de censure. Au-delà, cette suspension reporte le débat sur le système par répartition face à un déficit de 10 milliards d'euros. Et on passe à présent à l'actualité en bref en France. Les agriculteurs préparent le comité d'accueil pour Emmanuel Macron. Alors que le président s'est rendu ce mercredi à Toulouse, une manifestation a eu lieu à l'initiative des syndicats FNSEA et Jeunes Agriculteurs. L'enjeu, rappeler à Emmanuel Macron ses engagements de protéger le secteur agricole face au traité de libre-échange UE-Mercosur. Un accord qui entraînerait l'importation massive de viande brésilienne, traité loin des normes auxquelles sont contraints les éleveurs français. Les propos tenus jeudi par Emmanuel Macron au Brésil ont été mal digérés. Les échanges que j'ai pu avoir et avec le président Lula et avec le président Milei par téléphone et avec la présidente von der Leyen, je suis plutôt positif. Mais je reste vigilant parce que je défends aussi les intérêts de la France. 3 jours plus tard, le ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a tenté de calmer le jeu en assurant que la France ne signerait pas un accord qui condamnerait ses agriculteurs. Les professionnels du secteur demandent maintenant des garanties à Emmanuel Macron. Problème, le Mercosur est entre les mains de Bruxelles. Les Français ne se sentent plus en sécurité. Selon un sondage CSA publié ce mercredi, 79% des personnes interrogées disent observer un véritable ensauvagement de la société. Ce sentiment est partagé par l'ensemble de la population, toutes catégories confondues, sexe, âge, catégories socio-professionnelles. Une disparité est observée en fonction des sensibilités politiques. 89% des sympathisants Rassemblement National et 88% des LR constatent cet ensauvagement. On en compte 74% du côté de la France Insoumise, 73% pour Renaissance. En revanche, les socialistes et les écologistes ne sont respectivement que 61 et 60% à voir cette montée des violences. L'audiovisuel public acculé face à ses propres mensonges. Alix Bouillaguet, journaliste de France Télévisions, est dans le viseur après avoir proféré plusieurs affirmations fausses lors de son entretien avec Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. La journaliste est ainsi appesantie sur l'arrivée à la tête de New York de Zoran Mamdani. Elle a ainsi affirmé que ce dernier n'avait pas condamné les attaques du 7 octobre du Hamas, alors même que l'intéressé les a qualifiés de crimes de guerre horribles. Radio France et France TV ont donc lâché leur pouliche, qui n'a pourtant rien fait de plus que ses confrères à carte de presse, défendre un point de vue au mépris de la vérité. La France Insoumise avait indiqué saisir l'Arcom après l'émission. Depuis le lâchage en règle des maisons mères France Inter et France TV, Manuel Bompard a déploré l'absence de décision concrète après cette désinformation manifeste. Il faut dire que France Info est empêtrée dans une autre affaire de manipulation des téléspectateurs. Le 10 novembre, l'antenne de la télévision publique a présenté un graphique censé représenter les chiffres d'un sondage.
Problème, le diagramme en barre n'était absolument pas proportionnel. Ainsi, les 5,5% de Marine Tondelier étaient beaucoup plus petits que le même score pour Xavier Bertrand, et les 6,5% de François Hollande étaient quant à eux 2 fois plus grands, mais égaux aux 12% de Jean-Luc Mélenchon. Éric Zemmour, crédité de 6%, bénéficiait quant à lui d'une barre noire plus petite que les 5,5%. Reste à savoir s'il s'agissait d'une démonstration manifeste de manipulation du service public ou d'un naufrage de l'éducation nationale. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Emmanuel Macron joue toujours la carte internationale pour tenter de retrouver des couleurs. Le président de la République a reçu le président palestinien Mahmoud Abbas à l'Élysée mardi et a annoncé la création d'un comité conjoint pour la consolidation de l'État de Palestine. Ce comité travaillera sur les aspects juridiques et constitutionnels, notamment l'élaboration d'une nouvelle constitution, et veut faciliter le retour rapide de l'autorité palestinienne à Gaza en excluant le Hamas. Le président français a insisté sur l'organisation d'élections libres et démocratiques dans tous les territoires palestiniens, y compris Jérusalem-Est, un an après la deuxième phase du cessez-le-feu. Il a réaffirmé son opposition au projet d'annexion de la Cisjordanie par Israël, dénonçant la violence des colons et les violations du droit international. Par ailleurs, la France allouera 100 millions d'euros d'aide humanitaire à Gaza en 2025, avec des livraisons de fret et le déploiement de gendarmes pour former les forces palestiniennes. Mahmoud Abbas a promis l'extradition rapide du suspect de l'attentat de la rue des Rosiers et confirmé l'exclusion du Hamas du pouvoir à Gaza. Et alors que le président se tourne vers la Palestine en cette fin de règne, c'est LFI qui a d'ordinaire un quasi-monopole en la matière qui s'est pris les pieds dans le tapis avec le député européen Manon Aubry qui a été rappelé à l'ordre par un ambassadeur palestinien en Afrique de l'Ouest, Abdelkarim Ewaïda, qui lui a demandé de ne pas utiliser la Palestine et sa cause à des fins politiciennes françaises. Israël toujours, mais pas en France, cette fois-ci avec une nouvelle flambée de violence. Des dizaines de colons israéliens masqués ont attaqué les villages de Beit Lid et Deir Sharaf près de Naplouse, incendiant véhicules, granges, usines, entrepôts et structures bédouines. 4 Palestiniens ont été blessés. L'armée israélienne est même intervenue, procédant à 4 interpellations. Le président Isaac Herzog a condamné ces violences graves. Mercredi, les autorités israéliennes ont rouvert définitivement le point de passage de Zikim au nord de Gaza pour l'aide humanitaire après inspection sécuritaire approfondie par le Kogat. Il complète Kerem Shalom et Kisufim, permettant à l'ONU et aux ONG d'acheminer enfin des camions vers le nord dévasté. L'UNICEF dénonce néanmoins le blocage de 1,6 million de seringues pour vacciner 40 000 enfants contre la polio et la rougeole. Plus de 18 000 patients attendent une évacuation médicale. Crash mortel à l'est de la Géorgie. 20 militaires turcs ont péri mardi dans le crash d'un avion cargo militaire C-130 à proximité de la frontière azerbaïdjanaise. L'appareil décollé de Ganja en Azerbaïdjan à destination de la Turquie s'est désintégré en vol peu après avoir pénétré l'espace aérien géorgien sans émettre de signal de détresse. Des vidéos amateurs montrent l'avion tournoyant, traînant un panache de fumée blanche avant une explosion noire à l'impact dans la région boisée de Signagi. Le ministère turc de la Défense a confirmé l'absence de survivants et publié les identités des victimes honorées comme martyrs par le président Recep Tayyip Erdogan. Les autorités géorgiennes, turques et azerbaïdjanaises ont lancé une enquête sur les causes évoquant des possibles défaillances techniques ou des manœuvres d'évitement. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h dans Bistro Liberté, Éric Morillo reçoit le président des Patriotes, Florian Philippot, pour débattre du recul de l'état de droit en France. Un budget, normalement, c'est projeter le pays sur des grands projets. On ne peut plus, on n'a plus la souveraineté. Pourquoi voudriez-vous parler d'agriculture? On le voit avec l'affaire du Mercosur, d'industrie, on le voit, ou de production en France, on le voit avec Chine. Voudriez-vous parler d'immigration, d'énergie, de ce que vous voulez? Nous n'avons plus la souveraineté sur rien. Donc on parle, et on parle d'une seule chose, les impôts, les taxes, parce que ça, ils ont encore un peu. Oui, l'Assemblée nationale a adopté un amendement socialiste qui augmente la CSG sur les revenus du capital de 9 à 10,6%. Je n'arrive plus à suivre et je ne sais même pas ce qui restera à la fin parce que tout ça risque d'être balayé par une ordonnance de toute façon à la fin. Les retraites, hein. Ils n'ont qu'un seul outil, c'est le marteau fiscal, donc ils utilisent leur outil, le seul qui leur reste, et ils tapent toute la journée dessus. Ouais. Alors,
Également au programme de votre soirée Perles de Culture, Anne Brassier reçoit le fondateur de la revue littéraire Livre Arbitre, Patrick Wagner, qui met Jean Raspail à l'honneur. Demain, dès 7h, découvrez un nouveau Zoom avec Louis-Henri de La Rochefoucauld qui vient de remporter le prix de l'Interallié pour son roman L'amour moderne. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain avec Olivier Frère-Jacques. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.